Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'octobre 2022, Cyril Birnbaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer la conjonction entre la Lune et Saturne le 5, Mercure visible dans d'excellentes conditions le 8 au matin, les étoiles filantes Orionides à leur maximum le 21, la lumière cendrée de la Lune le 22, l'astéroïde Eurybat qui éteint une étoile le 23 et le Soleil qui s'éclipse partiellement le 25. Nous commenterons chacun de ces événements et comme chaque mois bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo et vous pourrez découvrir leur coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, chaque mois vous débutez cette émission avec votre chronique consacrée à une petite histoire, une grande histoire du passé de l'astronomie. Je ne connais pas le sujet d'aujourd'hui. De quoi allez-vous nous parler ? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux premières tentatives d'explication pour justement essayer de comprendre comment les systèmes planétaires ont pu se former dans l'univers. Voilà. Parce que comme vous le savez, quand l'idée antique d'un cosmos éternel, immuable, centré sur la Terre immobile prend du plomb dans l'aile avec les idées de Copernic, eh bien la question de l'origine du système solaire se pose assez vite dans les esprits des scientifiques mais aussi des philosophes, puisque jusque-là, rappelez-vous, on pensait que l'univers était vraiment éternel et immuable. Et donc, un peu après Copernic, avec des gens comme Galilée, Huygens ou Newton, eh bien on prend doucement conscience que les étoiles sont des soleils lointains et que donc le système solaire n'est peut-être pas unique dans l'univers. Et vraiment, cette question se pose avec de plus en plus d'intérêt. Est-ce qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles et surtout, comment se forment ces planètes ? Alors, les premières tentatives pour répondre à ces questions remontent dès le XVIIe siècle. Et en gros, en schématisant, eh bien, il y a deux scénarios qui vont être proposés et défendus pendant près de 300 ans. D'un côté, on a l'école catastrophiste, et puis de l'autre, les gens qui présentent plutôt un modèle évolutionniste. Alors la première de ces deux tentatives d'explication, donc les modèles catastrophistes, proposent que les planètes se forment pendant des événements isolés, rares, violents. C'est par exemple l'idée défendue par Buffon, le naturaliste qu'on connaît bien dans les différents muséums d'histoire naturelle. Et donc Buffon, au XVIIIe siècle, il expose l'idée que les planètes du système solaire se sont formées à partir de débris de collision entre une ou plusieurs comètes et le Soleil. Alors, ce type d'idée catastrophique aura vraiment le vent en poupe jusque dans les années 40, finalement, 1940, puisqu'il faut attendre l'astronome Spitzer pour comprendre que la matière chaude arrachée au Soleil se disperse trop rapidement pour qu'elle puisse se condenser en planète. Et puis, vous l'avez compris, c'est le modèle évolutionniste, qui est d'ailleurs le modèle le plus ancien, qui aujourd'hui fait un petit peu l'unanimité chez les scientifiques. Et donc, ce modèle évolutionniste postule plutôt que les planètes se forment de façon dite naturelle lors de la formation des étoiles. Donc ça, c'est une idée défendue par Descartes dès 1633, reprise plus tard par Kant, par Laplace surtout, qui va porter des idées très modernes finalement sur la création des planètes. Et donc Laplace, en 1796, propose que les étoiles se forment par effondrement d'un nuage de matière, de la nébuleuse finalement, en rotation sur lui-même. Et puis la force centrifuge va créer un disque dans le plan de rotation et de la matière présente dans ce disque, eh bien, se forment les différentes planètes. Et c'est bien sûr ce type de scénario qui aujourd'hui est exposé dans la plupart des salles de classe ou dans les revues d'astronomie comme Ciel et Espace. C'est très intéressant et je crois que ça est aussi exposé à la Cité des Sciences. Oui, à la fin du mois, fin du mois d'octobre, on va avoir un film au planétarium de la Cité des Sciences qui s'appelle Naissance de la planète Terre, et c'est un film américain qui a gagné plusieurs prix, Birth of the Planet Earth, et dedans on voit effectivement
toutes les théories, entre autres la dernière théorie sur la formation du système solaire, et entre autres avec les migrations des planètes géantes. Très intéressant. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de Buffon, je cite aussi un article récent dans Ciel Espace de Myriam Détruit qui raconte un petit peu les expériences de Buffon, parce que vous savez que Buffon a essayé de donner un âge de la Terre, et il pensait que la Terre effectivement était née d'un agrégat du Soleil en quelque sorte, et que donc depuis cette époque-là, elle ne faisait que se refroidir, et donc il avait des expériences avec des boulets de canon qu'il chauffait et qu'il laissait refroidir, et en extrapolant, il essayait de trouver un âge à la Terre. Ça ne fonctionnait pas bien, mais enfin c'est assez amusant, et cette expérience a d'ailleurs été reproduite, je crois, très récemment à Montbard, là où Buffon avait une forge pour ses expériences. Donc si ça vous intéresse, c'est à lire dans Ciel et Espace. On passe écoutez, aux événements de ce mois d'octobre avec un premier joli spectacle qui est cette conjonction entre la Lune et Saturne. Cyril, c'est le 5 octobre, je crois. Comment profiter du spectacle ? Il va falloir attendre que le soleil se couche. Il va se coucher vers 19h22. Et à ce moment-là, la Lune sera éclairée à 80%, donc presque une pleine Lune. Hein, et elle sera à peu près à 10 degrés au-dessus de l'horizon. Alors quel horizon ? C'est le sud-est. Donc, première chose à voir. Donc l'horizon sud-est à peu près dégagé. Bon, 10 degrés, ça va. Hein. Vers 22h30, la Lune et Saturne passeront le méridien. Donc c'est le meilleur moment pour éventuellement l'observer. Ils seront à ce moment-là à 20 degrés. Mais ce qui est intéressant là, ce soir-là, donc ce 5 octobre, c'est que la Lune et Saturne sont à 5 degrés l'un de l'autre. Ça veut dire que dans une paire de jumelles 7,50, 7 x 50, là, qui grossit 7 fois et qui a un diamètre de 50 mm, ça veut dire que ça rentre en entier ça vous permet de voir les deux en même temps. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ce qu'il faut aussi... vous pouvez profiter de l'occasion pour sortir un instrument, pour sortir une lunette ou mieux un télescope, parce que ce soir-là, vous aurez Titan qui sera juste à 4 diamètres de la Lune et qui sera donc juste à droite de Saturne, donc à gauche dans l'oculaire, ça dépend à chaque fois, mais logiquement ça devrait inverser, d'un côté ou de l'autre en tout cas, voilà. Vous aurez Titan donc qui sera le petit point qui est le gros satellite de Saturne, et en même temps, donc si vous avez un diamètre vraiment beaucoup plus important, d'ailleurs vous avez Rhea qui sera pile poil entre les deux. D'accord, donc ce n'est pas seulement une conjonction entre Saturne et la Lune. Vous verrez aussi ces satellites si vous avez un instrument suffisamment puissant. Encore que Titan, c'est pas très très compliqué. Parce que oui, c'est super facile là. On passe au 8. Le 8, alors on parle de petits objets, ou d'objets en tout cas assez ténus, mais Mercure sera visible dans de très bonnes conditions pour une fois le matin. Mercure, c'est quand même une planète évanescente, hein, Sébastien. Pourquoi d'ailleurs on la voit si rarement et si difficilement ? Oui, on la voit tellement peu souvent qu'on est obligé à ces chroniques d'en parler à chaque fois finalement, qu'elle est observable théoriquement. Et c'est vrai qu'on se le dit à chaque fois, mais il y a même beaucoup d'astronomes qui n'ont jamais vraiment réussi à la voir à l'œil nu, j'entends, parce que pourtant c'est une planète tout à fait perceptible. Et ce qui la rend bien sûr délicate à repérer, c'est sa toujours proximité au Soleil. On sait tous que c'est la plus proche planète du Soleil, hein, elle est à environ 60 millions de kilomètres de l'étoile, mais du coup vu depuis la Terre, ça veut dire que angularment parlant, elle va jamais trop s'écarter de notre étoile, et dans les meilleures élongations, elle s'éloigne au maximum de 28 degrés de l'étoile, ce qui veut dire très concrètement que Mercure ne peut être vu que dans les ciels crépusculaires le matin ou le soir. Et en plus, si on prend en compte l'inclinaison de sa trajectoire dans le ciel, elle va être plus ou moins haute par rapport à l'horizon, et tous ces paramètres font que Mercure est très rarement dans de bonnes conditions pour être débusqué à l'œil nu. Donc il faut un horizon très clair, hein, évidemment, pour essayer de l'apercevoir comme là en ces débuts de mois. On peut tenter de l'observer là pendant quelques matinées, hein, c'est pas que le 8. En gros, jusque presque à la fin du mois, on va pouvoir essayer de la débusquer. Mais c'est vrai que son éclat est quand même relativement faible, et surtout noyé dans la clarté du jour. Aux alentours de mon anniversaire, elle se lève 1h30 avant le soleil. Ce qui vous laisse quand même le temps de l'observer assez facilement. De chercher la date de votre anniversaire. Oui, on l'a déjà évoqué à ce micro, donc je pense que les gens l'ont noté, bien sûr. Cette information fondamentale sans problème. Très facilement. Très bien. Qu'est-ce qui la rend en ce moment un petit peu moins difficile à voir que d'habitude, en fait, Mercure ?
Justement, elle est relativement haute au-dessus de l'horizon. On peut toujours s'aider aussi parfois d'astres voisins de sa position, mais là en fait au petit matin, vous avez également Vénus qui peut s'inviter à la fête, et du coup c'est une planète qu'on peut vraiment essayer de voir, mais encore une fois très bas au-dessus de l'horizon. Je sais plus à quelle hauteur elle est. Voilà, j'ai un trou de mémoire. J'aurais mieux fait de me taire sur mon anniversaire. Voilà, mais voilà, en tout cas, elle peut se dégager facilement de l'horizon est, bien sûr. Très bien, donc tentez d'observer Mercure en ce moment, et puis si vous l'avez trouvé, bravo, parce qu'effectivement, tous les astronomes, loin de là, ne l'ont pas toujours vu. On saute au 21 octobre directement, ce sera le pic d'activité de l'essaim des Orionides. Ce sont des étoiles filantes qui sont liées à une célèbre comète, hein, Cyril. Ah bah oui, c'est la comète qu'on connaît tous. C'est celle que vous avez vue en 86 quand vous étiez tout petit. Oui, enfin, qu'on pensait qu'on pourrait voir et qu'on n'a pas vraiment vu. En fait. Si, vous l'avez vu quand même un petit peu quand même. Moi, je l'ai pas vu. Alors, je l'ai vu dans les pages de Ciel et Espace parce qu'il y avait des missions spatiales qui s'étaient rapprochées très près de la comète de Halley, qui revient tous les 76 ans. Exactement. Et alors, ce qui est amusant sur cette comète, d'ailleurs, on ne le sait pas toujours. Enfin, sur ces étoiles filantes, ces Orionides sont issus des restes de cette comète. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, en fait, c'est que la comète, elle passe 2 fois. C'est-à-dire que, enfin plutôt, elle passe plus de 2 fois, pardon, c'est pas la comète, c'est que la Terre croise l'orbite 2 fois dans l'année de notre comète de Halley. Donc c'est à la fois entre le 2 octobre et le 7 novembre, donc avec le pic le 21 octobre pour les Orionides, mais c'est aussi état aquaride dans le Verseau aussi, et plutôt au printemps. Donc il y a 2 essaims d'étoiles filantes liés à la même comète, en fait. Liés à la même comète, ouais, c'était important de le préciser. Effectivement. Donc effectivement, ce 21 octobre, vous pourrez voir en deuxième partie de nuit une pluie d'étoiles filantes. Enfin, une pluie... quelques étoiles filantes. C'est le pic d'activité. Est-ce qu'on a une idée de combien d'étoiles filantes on peut attendre si on reste 1 heure sous la voûte céleste? Eh bien, je ne sais pas. J'ai pas regardé. C'est la bonne blague aujourd'hui. J'étais trop intéressé à essayer de retrouver la date d'anniversaire de Sébastien. Complètement oublié de regarder. J'en sûr. Alors ça, c'est une pirouette. Bon, on vous pardonne. On va dire une dizaine. J'ai dit au hasard. Non, j'ai vraiment dit au hasard. Là, je sais pas. Bon, en tout cas, mais ça vaut le coup de regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc la comète de Halley laisse à chaque fois des poussières. À chaque fois qu'elle passe à proximité du Soleil, elle dégaze et elle produit des poussières, et ce nuage de poussière qu'on croise nous périodiquement. Oui, ce qu'il faut comprendre en fait, surtout c'est ça ce qu'on n'imagine pas toujours, c'est que donc quand la comète tourne autour du Soleil, donc elle perd effectivement des poussières, des petits morceaux de glace, etc. On a l'habitude de dire elles fond quoi. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que en fait c'est un peu comme je sais pas, si j'ai un sac de sable avec moi là, hein, ou une salière, voilà, j'ai la salière qui est sur notre table là, je suis assis et je fais tomber le sel, donc il tombe verticalement. Si je suis en train d'avancer, il avance avec moi, c'est-à-dire qu'il continue à avancer avec moi. C'est exactement ce qui se passe avec la comète, c'est qu'il faut imaginer que cette comète, quand elle perd, elle se désagrège en quelque sorte, et en fait les petits morceaux qui sont issus de la comète, ils continuent à tourner dans l'orbite de la comète. C'est-à-dire qu'ils continuent à avancer, à tourner aussi autour du Soleil en quelque sorte. Et donc quand la Terre, elle tourne, tous les ans, elle repasse à un endroit où il y a une comète qui est passée, forcément elle rassemble un petit peu comme quelqu'un qui passerait le balai chez lui et qui récupère la poussière. Donc elle récupère ce qu'il y a autour, mais l'année d'après quand elle repasse, en fait il en reste, vu qu'il y a d'autres petits grains de poussière qui sont arrivés, qui ont continué à avancer. C'est ça ce qu'on n'imagine pas toujours, et ça explique pourquoi tous les ans il y a de nouveau des pluies d'étoiles filantes, bien que la comète de Halley soit passée il y a 40 ans, bien qu'elle soit passée effectivement il y a 40 ans à proximité de la Terre. Très bien, écoutez, donc le 21 octobre, comptez les étoiles filantes, hein, et puis restez dites-le-moi, et puis on enverra à Cyril l'information. Et en échange, je donnerai la date d'anniversaire et l'âge de Sébastien. Il est dur. Très bien, on passe au 22. Alors ça, c'est simplement pour signaler une jolie lumière cendrée à l'aube. C'est toujours un beau spectacle à observer, évidemment. Le 22, et on passe au 23 pour vous inviter à observer cette fois-ci l'occultation d'une étoile par l'astéroïde Eurybat. Alors cette observation qu'on vous invite à faire, c'est pour la bonne cause, hein, Cyril, non ?
Ah oui, là c'est l'ultime bonheur. Hein. C'est-à-dire que pour un astronome amateur, il y a plusieurs moments, plusieurs choses à voir dans le ciel. Il y a une éclipse de soleil totale, bien sûr. Il y a une aurore boréale et il y a participer à une occultation. Et là, c'est assez magique aussi. Donc, ce qui va se passer ce 23 octobre, donc c'est plutôt dans la matinée, là, c'est un dimanche matin, autour de 4 heures du matin, on va avoir en fait une étoile dans les Gémeaux qui va disparaître. Donc, alors cette étoile, elle a un petit nom, elle s'appelle HD 51593. Elle a une magnitude, enfin un éclat qui n'est pas visible à l'œil nu, puisqu'elle est de 8,7. Et ce qui va se passer, c'est que donc autour de 4h07, donc il faudra quelques jours, enfin même pas quelques jours, quelques heures avant vérifier l'horaire, elle va passer devant l'étoile. Alors, le fait qu'elle passe devant l'étoile fait que l'étoile va disparaître. C'est-à-dire que depuis la Terre, avec votre télescope ou même un gros téléobjectif, vous n'arriverez pas à voir l'astéroïde. Cet astéroïde, il fait à peu près une 60aine de kilomètres de diamètre. Ce que vous allez voir, en fait, c'est simplement le fait que ce caillou va cacher une étoile. Donc, l'étoile va disparaître. Imaginez si vous avez plusieurs observateurs répartis sur des kilomètres et des kilomètres, chaque observateur va voir en fait disparaître l'étoile avec un temps différent. C'est-à-dire que s'il est en dehors de l'endroit, c'est-à-dire que le caillou, enfin l'astéroïde, il peut passer au-dessus ou en dessous de l'étoile ou dessus. Donc en fonction de l'endroit où ça passe, l'étoile va disparaître avec un temps différent. Et puis les astrophysiciens par la suite, en fait, vont redonner la silhouette du caillou, donc de l'astéroïde, en fonction du temps de disparition. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un appel de science participative, on peut appeler ça comme ça, parce que ça va se passer sur la France, entre autres, et plus il y aura d'observateurs un peu aguerris quand même, pour donner l'heure de disparition, enfin déjà pour dire ça a disparu ou ça n'a pas disparu, oui. Parce qu'on peut être à côté, ça a disparu à tel moment pendant tant de temps, à ce moment-là, en fait, en donnant les données, vous arriverez à participer à une sorte de mission scientifique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, avant que je vous donne le protocole en fait pour observer ou pour participer à la mission, c'est que autour de ce satellite, Hubble avait découvert, enfin autour de cet astéroïde, pardon, Hubble, le télescope spatial, avait découvert un satellite. Donc qui s'appelle Keta. Il fait 1 km de diamètre et il est à 2000 km de l'astéroïde Eurybat. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas sur la ligne de centralité où il peut y avoir une éclipse de l'étoile, c'est-à-dire que l'étoile, ça vaut le coup quand même de regarder et de faire des mesures, parce que ce qui peut se passer, alors ça serait un coup de cul incroyable, ce qui peut se passer, c'est que le petit satellite Keto, dans la foule en fait, parce que lui il suit en fait l'astéroïde, donc le satellite de Ribat passerait et cacherait l'étoile, ou pourquoi pas une étoile pas loin, hein. Donc ça vaut le coup quand même de regarder, alors sachant que là ça devient large, comme il est à 2000 km, ça veut dire qu'en fait il y a quasiment toute l'Europe, quoi, hein, de la bande. En venant à vélo, je me suis amusé en me disant mais en fait il faudrait, en imaginant une personne tous les kilomètres, combien de personnes il faudrait, en imaginant qu'il fasse beau, etc. Et en fait je suis arrivé à 12 et 10 puissance 12. Enfin, là, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas assez de monde pour placer quelqu'un. Bon, c'était un calcul rapide à vélo, là. Mais donc, c'est pas possible. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est le protocole. C'est de trouver. Alors, ce protocole, vous pouvez le trouver à la fois sur le site de l'Association française d'astronomie, vous pouvez le trouver dans le dernier magazine aussi, de Ciel Espace. Il faudra affiner l'heure précise en fait où il va y avoir la disparition. Il faudra commencer peut-être 4-5 minutes avant. Il y a un site en fait, alors je vous le donne un peu en avant-première là. Si vous tapez Lucky, chance en anglais, et Star, et puis à côté occultation, vous allez tomber en fait sur
toutes les occultations qu'il y a, enfin, c'est-à-dire que vous avez des petits curseurs qui vous permettent de dire je veux de telle date à telle date, etc. En gros, vous allez jusqu'au 23 octobre et vous allez avoir la cartographie de Ribat qui apparaît. Donc, vous allez voir la trajectoire et surtout, en fait, vous avez une sorte de Google Maps, on va dire, qui vous permet en fait de grossir, d'aller sur le lieu où vous vivez, de cliquer à droite et ça vous donne en fait une information sur la prévision, c'est-à-dire la probabilité que ça arrive ou pas. Ça vous donne une information sur la durée, si ça a lieu, l'heure de début et la durée. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permettra de commencer les mesures bien 5 minutes avant pour... oui, ce qui est important c'est évidemment d'être avant l'observation. Ah oui, avant et après hein, surtout de continuer aussi après. Et le chronométrage est fondamental dans cette histoire. Alors le chronométrage est fondamental, c'est-à-dire que soit vous êtes juste un observateur, alors c'est pas la meilleure solution, mais donc il vous faut un smartphone. En gros, il vous faut un smartphone. Comme GPS, en fait, le mieux c'est alors ça n'existe plus l'horloge parlante. Vous vous souvenez avant, on téléphonait à l'horloge parlante et c'est l'horloge parlante pendant qu'on parlait en disant top, je l'ai vu disparaître et on entendait au 4e top, il sera à telle heure, etc. Donc là, en fait, vous avez un site qui s'appelle, alors il est relativement connu des astronomes qui doit s'appeler time.is là, et en fait qui vous donne quand vous allez sur ce site-là, vous avez automatiquement le temps qui apparaît sur votre smartphone. Alors par contre, il n'y a pas la petite voix. Donc ça vous aide pas. Donc le mieux en fait, ça va être de rejouer, d'enregistrer avec le smartphone, de rejouer l'horloge parlante vous-même, c'est-à-dire de dire au 4e top, pas tout de suite top, il est 19h43, c'est au 4e top, il sera donc 4h et 1 minute et d'attendre 56 et faire 56, 57, top, voilà, etc. Voilà, vous jouez alors. Donc il va falloir le faire avant, c'est-à-dire que synchroniser son enregistreur avec cette horloge parlante, le resynchroniser à la fin aussi, et puis à l'œil, si vous avez un télescope, pointer la bonne étoile, être sûr de pointer la bonne étoile, donc bien vérifier la carte de champ, soit sur Stellarium, soit sur ces sites, le site de l'AFA ou le Keystar là, et puis voir si ça disparaît ou pas, sachant qu'en plus il y a un temps de latence. Je ne l'ai jamais fait à l'œil, mais j'imagine que le temps que le cerveau comprenne que ça a disparu, il peut y avoir une petite incertitude. Donc le mieux, c'est quand même de le faire en photo. Alors c'est au moins plus d'un 200 mm, peut-être un 300 mm, enfin avoir une grosse focale, ou directement sur le télescope ou la lunette. L'édialement un suivi. Forcément, parce que vous allez suivre pendant bien une dizaine de minutes là, parce que on s'attend à ce que en fait l'étoile disparaisse pendant au maximum une dizaine de secondes, un petit peu moins d'une dizaine de secondes. Donc ça veut dire que ça peut être une fraction de seconde aussi, hein, si vous êtes au nord ou au sud, quoi. La bande là, elle a bougé, c'est-à-dire que si vous aviez regardé cet été, on disait que ça allait aller de Oslo en gros à Casablanca, donc ça passait complètement à l'ouest de l'Espagne, ça passait au Havre, ça passait à Nantes, donc ça faisait cette diagonale là. Maintenant c'est complètement décalé, ça passe quasiment sur Paris, c'est-à-dire que c'est plutôt Liège, Séville. Donc, et ça passe à Göteborg. La prédiction s'est affinée. Ouais, c'est affiné. Et ça veut dire que ça va continuer à s'affiner. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder la veille, parce que c'est-à-dire que si vous aviez commencé à préparer maintenant, on vous dit que c'est à 4h07 et 22 secondes, peut-être que maintenant c'est plutôt à 4h07 et 18 secondes ou 24 secondes, quoi. En fait, il n'empêche que ça veut dire qu'il faut prendre de la marge évidemment avant, après, qu'il faut faire son chronométrage, et encore une fois c'est la somme des observations des différents astronomes au sol qui permettra de reconstituer la silhouette de l'astéroïde. C'est exactement ça. Et c'est mieux de s'entraîner un peu avant aussi. Oui. C'est-à-dire que je sais que l'Association française d'astronomie et ciel-espace proposait cet été d'autres occultations pour s'entraîner. Il faut continuer. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes. C'est-à-dire que la première n'est pas toujours un succès. Il y a une petite angoisse. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller dans les mains dans les poches. C'est-à-dire qu'il faut régler le temps de pause si vous le faites en photo. C'est-à-dire que pour que ce soit intéressant, il ne faut pas dépasser une demi-seconde. Donc il va falloir monter en sensibilité. Idéalement
il faudrait filmer, mais on n'a pas toujours les bonnes caméras, enfin, soit les bonnes caméras, soit les bons capteurs qui filment vraiment en continu et qui est du jus quand même, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit l'étoile, c'est-à-dire que quand vous filmez, il faut voir l'étoile, sinon ça sert à rien. Donc c'est plutôt une télécommande, pause après pause, et vous avancez, et tant pis s'il y a le temps d'inscription sur la carte mémoire de l'appareil photo. Voilà. Très bien, donc ça c'est le 23, il y a des détails effectivement dans le magazine Ciel et Espace. Si vous voulez tenter cette observation d'occultation d'une étoile par l'astéroïde Eurybat, c'est donc le 23 octobre. On passe rapidement à l'événement du 25. Ce n'est pas si courant quand même, il faut quand même en parler. C'est une éclipse de soleil en France qui est prévue le 25 octobre. Elle sera partielle bien sûr, mais c'est toujours un beau spectacle, Sébastien, c'est une éclipse de soleil. On se souvient d'ailleurs d'un événement avec vous à l'Univers. Oui, exact. Alors c'est une autre occultation. Voilà, donc je vais être plus bref que les bonnes explications de Cyril là pour l'occultation de l'étoile par l'astéroïde. Donc on se rappelle tous de l'éclipse partielle du mois de juin 2021, voilà, qui nous avait quand même bien motivé. Éclipse partielle, vous faites bien de le dire parce que ça reste hyper intéressant à observer. Ça ne court pas les rues, même si là pour cette éclipse, au maximum sur le territoire national, on aura une occultation à peine 20% du côté de Strasbourg. Ça vaut le coup d'œil, bien sûr. Il faut se protéger les yeux. Les éclipses, alors ce qui est dangereux, c'est pas l'éclipse, c'est l'observation du soleil, bien entendu. Et donc il faut absolument filtrer l'image du soleil, soit avec des filtres solaires dédiés, des lunettes éclipse par exemple, ou tout simplement observer par projection. En France, on a de la chance parce que le phénomène va se dérouler en gros pendant midi. On revit quasiment ce qu'on a vécu il y a un peu plus d'un an finalement, puisque le premier contact sur le territoire va se passer aux alentours de 11h. Et puis une heure plus tard, on sera au maximum de l'éclipse, donc pile pendant midi. Et en gros, une heure plus tard, donc un peu avant 13h, ce sera la fin du phénomène. Donc c'est un phénomène qui va s'inscrire sur à peu près 2 heures de temps. Et donc c'est toujours marrant de voir à l'œil nu la progression finalement du disque lunaire devant le Soleil, car rappelons toutefois quand même que c'est la Lune qui passe devant le Soleil dans notre éclipse. Et puis un peu comme pour le fait de chronométrer les instants d'occultation des étoiles, ce que disait Cyril il y a quelques instants. Là aussi, c'est toujours chouette de chronométrer, de vérifier à quel moment exactement la Lune commence à cacher le Soleil, et à quel moment elle le dévoile de nouveau, puisque vous allez pouvoir vérifier si les éphémérides sont bonnes. Et aujourd'hui encore en astronomie, on vérifie aussi les éphémérides par l'observation. Donc essayer de chronométrer le phénomène de façon à vérifier que les éphémérides publiées dans Ciel et Espace notamment sont les bonnes. Très bien, donc c'est le 25, une éclipse partielle de soleil. Cyril, oui, une petite précision. Oui, alors on n'a pas forcément tous des filtres pour observer le soleil. Je rappelle la vieille bonne technique, c'est-à-dire que c'est la passoire à légumes ou l'écumoire, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits trous. On l'avait fait d'ailleurs la dernière fois. C'est-à-dire que si vous prenez donc juste votre passoire à légumes avec des petits trous posés, c'est-à-dire qu'au moment où il y a éclipse, il suffit de prendre la passoire, de la diriger face au soleil, forcément, et l'ombre en fait que vous allez avoir des petits trous où il y a l'eau des pâtes qui passe là, vont être des petits morceaux de soleil éclipsé. C'est toujours assez bluffant de le faire. Ouais. Et là, il n'y a vraiment aucun risque. Alors pensez bien, c'est pas la passoire devant vous pointée entre le soleil et vos yeux, c'est la passoire pointée. C'est l'ombre de la passoire. C'est l'ombre de la passoire sur le sol. C'est l'ombre de la passoire qu'il faut observer. Et effectivement, étonnez vos amis avec cette expérience le 25 octobre. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois d'octobre 2022, de quoi allez-vous nous parler ? Alors, je suis désolé, c'est ni une astuce, ni c'est juste parce que j'ai été bluffé par certaines images. Alors, ça pourrait presque être un coup de cœur, mais pas vraiment. Non, c'est pas vraiment un coup de cœur quand même, parce que j'en ai un autre. 4 lettres, J, W et S et T. Ça vous dit quelque chose ? Pas grand-chose. Non, pas vraiment, c'est sûr, c'est évident. Donc, en fait, c'est le conseil, ça serait quand même d'aller voir régulièrement sur le site de la NASA, jwst.nasa.gov, qui est en fait
être le site du nouveau Space Telescope, là, le James Webb Space Telescope. Ça vaut le coup vraiment d'aller voir, surtout en ce mois-ci, parce qu'à la fin du mois, là, on s'attend à des nouvelles images. Mais juste avant de vous parler de ces nouvelles images qu'on attend, vous rappelez d'aller voir soit sur le site de la NASA, soit évidemment sur le site de Ciel et Espace, à la fois les images de la Tarentule, hein, c'est-à-dire que ce nuage de gaz dans le nuage de Magellan, donc à 160 000 années-lumière. Une région de formation d'étoiles très intense. Ah ouais, c'est assez bluffant. Et puis l'image, moi, qui m'a vraiment bluffé cet été, c'est l'image de Jupiter, c'est clair. C'est-à-dire que l'image tout bleutée avec les aurores boréales, on a quasiment les distances, la profondeur des nuages, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Donc je vous invite vraiment à aller voir les images régulièrement, parce qu'il y en a assez souvent. Et puis, donc à la fin du mois, on attend tous un truc. Alors j'ai fait exprès de choisir ça... en souvenir d'un livre qui m'avait passionné, que vous avez écrit, David, parce qu'en fait, ça va être les premières images de TRAPPIST 1B. Ah oui, effectivement. Voilà, donc à la fin du mois, célèbre exoplanète, l'exoplanète rocheuse de type terrestre en fait, qui est dans le Verseau, qui est à 40 années-lumière. Donc on devrait, et c'est ça, en fait, ce qui est imaginé, c'est commencer à analyser l'atmosphère de cette planète. Donc ça sera fin du mois et début novembre. On va suivre ça de très très près, bien sûr, dans les pages de Ciel et Espace. Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment donc de nous dévoiler vos coups de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome. Pourquoi pas, vous avez carte blanche. Et Sébastien, c'est à vous l'honneur. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, je me passionne pour les amas ouverts. Enfin, passionné, c'est peut-être un peu excessif, mais je les ai trop négligés pendant très longtemps, comme beaucoup d'astronomes amateurs. Et là, je découvre réellement l'amas M50 qui se trouve dans la constellation de la Licorne. Alors justement, c'est chouette parce que c'est l'occasion d'aller vers la Licorne et de se rappeler qu'il y a cette constellation qui existe, de se rappeler qu'elle existe, oui. Exactement. Puis où est-elle cette Licorne? Et donc, alors j'étais surpris parce que je regarde un petit peu ma bibliothèque, très ancienne pour certains de ces ouvrages, et on me parle du grand triangle d'hiver, et c'est vrai que j'avais complètement occulté ce triangle d'hiver. On parle souvent du grand triangle d'été, même toujours, mais le triangle d'hiver, tiens, Tintin. Et donc, je me suis rappelé que c'était le triangle étoilé Sirius, Bételgeuse et Procyon. Alors c'est vrai que des triangles en hiver, on peut en trouver une paire. Et bien tout ça pour vous dire que ce triangle d'hiver, c'est dans ce triangle d'hiver que se trouve la constellation de la Licorne, une toute petite constellation, enfin pas toute petite, mais en tout cas une constellation composée d'étoiles pas très lumineuses. Et donc, c'est quelque part entre les étoiles Sirius et Procyon. Si vous tracez une droite Sirius-Procyon, bien vous allez tomber sur la fameuse M50, donc cet amas ouvert très jeune. Qui se trouve aussi dans une partie du ciel où il n'y a vraiment pas grand chose à observer. C'est pas un amas très riche, on va compter 100-150 étoiles. On ne le voit pas à l'œil nu, mais avec une paire de jumelles, on le détecte très facilement, même quand le ciel n'est pas hyper sombre, magnitude 7. Et puis avec sa paire de jumelles, on remarque très bien, je sais pas, une vingtaine d'étoiles très lumineuse, vraiment très brillante, et sur un fond totalement nébuleux. Et puis quand on observe dans un télescope de 150-200 mm d'ouverture, là on voit clairement beaucoup plus d'étoiles, surtout des étoiles rouges apparaissent, et elles se détachent vraiment superbement bien du fond noir, et puis des autres étoiles plutôt bleutées qui constituent ce jeune amas. Donc voilà pour M50 dans la constellation de la Licorne, et c'était mon petit coup de cœur pour ce mois d'octobre. Eh bien c'est noté, effectivement, c'est un objet du ciel profond, on en parle peut-être pas assez souvent, il faudra qu'on en parle plus souvent à l'avenir. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Eh bien, ça revient tous les ans, presque. C'est le Festival des Deux Infinis. Mon anniversaire ! Ah oui, aussi. Et donc, quelques jours après ton anniversaire, c'est le Festival des Deux Infinis, puisque en fait, il va y avoir l'Association française d'astronomie qui organise en région parisienne pas mal à la fois de sorties, que ce soit en journée ou soirée d'observation. Alors, il y a une soirée d'observation au siège de l'AFA dans le parc Montsouris le 15 octobre, donc où il y aura les animateurs qui vont sortir les télescopes. Et puis, vous avez des visites. J'avais participé à une des visites en journée il y a quelques années, entre autres la visite des cadrans solaires. Alors, vous avez la visite des cadrans solaires
dans le 5e arrondissement, là, qui vous fait passer par les grandes écoles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin dire « Je suis rentré à Louis-le-Grand ». Je suis ressorti très vite aussi. Je suis ressorti assez vite, mais c'est très beau. Mais c'est très très beau. Vous avez les visites dans les cimetières à travers les scientifiques. Hein. Vous allez pouvoir voir la tombe d'Arago, de Messier, etc. Et vous avez une grande balade le long de la Méridienne et aussi au Sacré-Cœur. Voilà. Très bien. Donc pendant tout le mois. Le festival des deux infinis organisé par l'AFA. Écoutez, les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel et Espace en vous abonnant sur notre site web www.cielespace.fr. Et bien entendu, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.